Les experts, le sommet Afrique-États-Unis à Washington a été également passé en revue. À Antenne A, le journal John Gomboa. Vous êtes nombreux à nous suivre à Bukavu, au Sud Kivu, et vous avez raison. Les jeunes de la République démocratique du Congo se disent aptes à travailler et à exercer des hautes fonctions dans le pays. Ils l'ont exprimé aujourd'hui, mardi, au bureau du Premier ministre à la primature où Matata Ponyo a reçu ces jeunes qui étaient venus lui déposer un mémorandum à cet effet. Reportage de Willy Kacha et Sylvain Kapombo. Parmi les priorités du gouvernement de la République figurent en bonne place l'éducation, la santé, les genres, la participation des jeunes dans la gestion de la chose publique et l'emploi. Les 5 thématiques ont été évoquées au cours de la campagne lancée le 11 juillet dernier sous le haut patronage du ministère du Plan et celui de la jeunesse, profitant de la célébration de la Journée mondiale de la population. Ces préoccupations des jeunes exprimées dans un mémorandum ont été déposées au Premier ministre, chef du gouvernement. On n'est pas leader, mais on le devient. Nous tous, nous sommes nés leaders. Mais certains d'entre nous ne deviennent jamais leaders. Parce que le leadership, au-delà du don qui vous a été attribué, nécessite beaucoup de préalables. Vous devez avoir une volonté, vous devez avoir une discipline, vous devez avoir une détermination, vous devez prendre les risques, vous devez avoir du courage, vous devez avoir du sacrifice, bref, autant d'éléments que beaucoup d'entre nous ne voulons pas. Et si vous voulez apporter quelque chose dans ce pays, vous devez vous investir dans les qualités essentielles de leadership. Ces jeunes de la République démocratique du Congo qui ont pris part à la campagne ont été consultés à tous les niveaux, à savoir les nationales, les provinciales, communales, territoriales, les élèves, les jeunes leaders d'opinion et d'autres. Les ministres de l'Intérieur de la République démocratique du Congo séjournent à Lubumbashi, au Katanga. La destination finale de sa mission, c'est le Nord Katanga, à Manono, notamment où les torchons brûlent entre les communautés Bantou et Pygmée. Nous y reviendrons avec images et commentaires probablement dans notre édition de demain. Il est temps de vous annoncer que le président du Conseil de sécurité des Nations Unies a salué les efforts des autorités congolaises pour les progrès réalisés dans le domaine de la paix et de la stabilité, principalement à l'est du pays. En tout cas, ce sont là les propos de Marc Simon qui l'a confirmé à Raymond Tshibanda lors du séjour à New York du ministre congolais des Affaires étrangères. C'est un commentaire de Patricia Amouli. En marge de la réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, tenue le 7 août à New York, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, accompagné de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Séraphin Wedge, s'est entretenu avec le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, Marc Simon, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique. Assurant la présidence britannique du Conseil de sécurité, Marc Simon a salué la présence du chef de la diplomatie congolaise Raymond Tshibanda pour son intervention remarquée. Le président du Conseil a également remercié le ministre Tshibanda pour son rapport exhaustif qui a permis aux 15 pays membres du Conseil de sécurité de bien comprendre l'évolution de la situation sécuritaire, les processus de désarmement de FDLR, les défis de la stabilité ainsi que la question de l'amnistie et les différentes réformes institutionnelles du gouvernement congolais. Sur le plan bilatéral, la RDC et le Royaume-Uni entretiennent d'excellents
d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Marc Simon a renouvelé le soutien de la Grande-Bretagne à accompagner la RDC dans ses processus de pacification de la partie orientale du pays et de la région de Grand Lac. Par la suite, le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a participé activement à une réunion du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région de Grand Lac en vue de la mise en œuvre d'un plan d'action régional impliquant les États de la région à respecter les engagements de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération entre la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac. Des Finances, Roger Chulungu, a présidé ce mardi la troïka habituelle, la troïka financière avec les experts. Ils ont tous conclu à la stabilité de l'économie congolaise, à la bonne tenue des finances publiques. Ils sont aussi revenus sur les rapports Moody's qui fait état du vieillissement de la main d'œuvre et ils se sont félicités des bonnes conclusions du sommet Afrique-USA. C'est un reportage de Anne-Marie Ossite. Actualité oblige, le dernier sommet de Washington a fait la une de la Troïka des finances. Nous avons passé en revue l'évolution de la situation économique au niveau international et au niveau national. Au niveau international, l'actualité reste dominée par la tenue du sommet États-Unis-Afrique à Washington, où le gouvernement américain s'est engagé à allouer un montant de 33 milliards de dollars américains au titre d'aide publique au développement et d'investissement privé en Afrique. Sur le plan national, les indicateurs économiques sont au vert. Nous avons noté avec satisfaction le maintien de la stabilité et au niveau des prix intérieurs et au niveau du secteur extérieur. Et à la deuxième semaine du mois d'août, l'inflation a enregistré un recul par rapport à la première semaine. Et le taux d'échange s'est consolidé à l'indicatif en s'échangeant à 923 contre 926 communiqués la semaine passée. La prochaine réunion de la Troïka des finances, c'est le mardi 19 août 2014. Le 10 août, la communauté africaine célèbre la journée de la décentralisation. Cette dernière fois était sous le thème Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation et du développement local. En République démocratique du Congo, le programme d'appui au démarrage de la décentralisation appelé PA2D a participé à la réussite de cette journée. Paulin Kalamba, Josiane Belebele. Pour l'an 2014, la journée africaine de la décentralisation et du développement local est financée en République démocratique du Congo par le programme d'appui au démarrage de la décentralisation PA2D. C'est là pour faciliter la sensibilisation des peuples africains en général et congolais en particulier dans la décentralisation. Que l'Union africaine a adopté sur proposition de la conférence africaine de la décentralisation et du développement local pour sensibiliser tout le peuple du continent africain sur l'importance attachée à la décentralisation comme palier intéressant, comme stratégie d'accélérer le développement local, gage du développement durable du continent. La République démocratique du Congo a participé à l'élaboration de principaux instruments, particulièrement nous avons participé à l'élaboration et à la validation de la Charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et développement local. Cette journée africaine de la décentralisation est célébrée depuis 3 ans par les pays membres de l'Union africaine. Elle vise la sensibilisation des acteurs étatiques et non étatiques dans les secteurs de la décentralisation et du développement. Il annonçait hier, après son audition
À l'office du procureur général de la République, le président de la Commission électorale nationale indépendante séjourne depuis ce mardi à Matadi, au Bas-Congo, où il est accompagné par une importante délégation. Il va y séjourner jusqu'au samedi et selon l'abbé Apollinaire Malou, des décisions importantes seront prises à Matadi, des décisions importantes sur le processus électoral. Eric Kizami, il revient demain avec images et commentaires du Bas-Congo. Nous allons nous rendre au Katanga pour vous annoncer que l'électrification totale de cette province est désormais une réalité. La direction provinciale de la Société nationale d'électricité du Katanga a mis toutes les batteries en marche, c'est le cas de le dire, pour que cette électrification soit effective. Confirmation du directeur provincial de la SNEL, Fridolin Kumbu, lors d'une interview accordée à nos correspondants au Katanga, rendue ici par Patricia Molengo. La révolution de la modernité n'est plus un slogan au Katanga dans son volet électricité. En effet, la Société nationale d'électricité entreprend des actions pour électrifier totalement cette province. L'installation de compteurs est l'une des actions menées pour y parvenir. La SNEL avait connu des problèmes dans les années passées. Étant donné qu'il y avait toujours l'impression de la population d'être raccordée, cette population voulait bien avoir l'énergie malgré que nous n'avions pas un stock de compteurs. C'est ainsi que nous avons commencé à opérer ce que nous appelons le raccordement forfaitaire. Et c'est normal que ces clients qui sont répondus par la SNEL puissent payer la consommation de l'énergie. Mais alors, quels sont les avantages de compteurs? Fridolin Kumbu répond. Le projet d'installation des compteurs proprement déjà débuté au Katanga. Nous avons débuté par le quartier à Lilac, où nous avons posé plus de 1600 compteurs. Maintenant, actuellement, on est en train de le faire au quartier Gékani. Il a des avantages pour lui. Le premier avantage, il gère lui-même sa consommation et il peut faire lui-même des économies sur sa bourse. Oui. Et donc, il n'a pas le choix d'éviter les refus. C'est une innovation. Et pour nous, ça a un autre avantage pour nous aussi, c'est d'éviter les surcharges par rapport à nos équipements. Parce que lorsque maintenant le consommateur gère correctement son énergie, ça fait qu'il imprime dans sa façon de vivre un certain comportement. Par exemple, quand il doit sortir de la chambre, il doit éteindre parce qu'il ne veut pas continuer à payer. Le directeur provincial de la SNEL Katanga a également fait savoir que l'énergie électrique qui alimente la province du Katanga provient de plusieurs sources. Nous avons 4 centrales interconnectées ici au Katanga, la centrale de Nseke, la centrale de Ndjou, la centrale de Manouche et Koli, ainsi que les centrales d'Inga, recevant de l'énergie chaque jour pour les centrales. Fridolin Kumbu a cependant demandé à la population du Katanga de faire bon usage de l'énergie électrique fournie par la SNEL et a exhorté à leurs abonnés à faire confiance à la Société nationale d'électricité. À l'occasion de la commémoration des 20 ans de l'instauration de la démocratie en Afrique du Sud, l'ambassadeur de la RSA en RDC, Joseph Machindier, a soutenu que son pays présente désormais à la face du monde l'image d'un pays émergent. C'était au cours d'un point de presse tenu aujourd'hui à Kinshasa. Reportage de Laïne Bofandombongo et Duzen Belebele. Longtemps isolée sur la scène internationale jusqu'aux années 1990 en raison de l'apartheid, l'Afrique du Sud affirme aujourd'hui sa position du pays émergent capable de prendre une place significative dans le monde. L'ambassadeur de la République sud-africaine en République démocratique du Congo, qui s'est exprimé ainsi ce mardi 12 août à l'occasion de la célébration des 20 ans de l'instauration de la démocratie dans son pays, n'a pas manqué au cours de ce point de presse d'expliquer le fondement et les ressorts de l'émergence de son pays. Selon Joseph Machindier, la RSA est devenue une véritable démocratie avec les élections de 1994 qui virent arriver au pouvoir Nelson Mandela. Aujourd'hui, a poursuivi le diplomate sud-africain, la RSA a triomphé de l'apartheid. Elle se bat pour résorber les inégalités, la pauvreté, le chômage et mettre fin à la criminalité.
S'agissant des relations bilatérales entre la RSA et la RDC, l'ambassadeur Machinier a loué les travaux de la grande commission mixte RDC-RSA qui ont ciblé des programmes d'intérêt commun à développer pour les deux pays concernés. Allusion faite notamment à la réforme de l'armée et de la police ainsi qu'au projet de la fourniture énergétique d'Inga, ce qui justifiera, a indiqué le diplomate sud-africain, l'arrivée du président Jacob Zuma à la fin de l'année pour évaluer les travaux de la grande commission mixte RSA-RDC. Par ailleurs, la République sud-africaine plaide pour l'africanisation de la gestion des conflits directement ou via l'Union africaine, a indiqué l'orateur. S'agissant des activités qui sont organisées à l'occasion des 20 ans de la démocratie de l'Afrique du Sud, selon le chef du projet, figure notamment la projection du film sur la longue marche de la liberté le 15 août 2014 à l'hôtel du Fleuve. Fixer les organisations féminines sur l'évolution du processus d'adoption du projet de loi sur la parité au Parlement congolais, c'est la raison de la tenue d'un déjeuner d'échange ce jour à l'hôtel Sultani à Kinshasa. Patrick Borel-Mukendi, Duzen Belebele. Après la tenue de l'atelier d'échange et d'information entre les organisations féminines sur la problématique de la promulgation de la loi sur la parité, c'est un déjeuner d'échange entre l'honorable F. Bazaïba et les dites organisations sur les suivis de la loi portant modalité d'application de droits de femmes et la parité que la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté a organisé ce 2 juillet. C'était une rencontre organisée avec les leaders des organisations féminines qui suivent la problématique de la loi. C'est la parité. Donc, comme vous savez, nous sommes un peu bloqués. Et on a voulu, parmi les stratégies, entre autres, qu'on est en train de prendre, s'asseoir, discuter, écouter l'honorable Eve Bazaïba, qui est la présidente de la commission socio-culturelle, pour qu'elle puisse nous éclairer où en sommes-nous, afin d'apprendre des mesures qui s'imposent pour continuer notre plaidoyer. La loi a été renvoyée par la Cour suprême de justice en son temps pour raison du fait que certains articles n'étaient pas conformes à la Constitution. Et donc il était nécessaire de revoir ce projet de loi pour se conformer à la Constitution. Et donc il était nécessaire pour les organisations féminines de savoir ce qu'il en est exactement et quels sont les projets d'avenir. Ces déjeuners d'échange étaient donc nécessaires pour les organisations féminines car il leur a permis d'être informés sur l'évolution du processus d'adoption de la loi qui les concerne et d'être fixés sur les stratégies à utiliser pour que ces projets deviennent une loi promulguée. Sa découverte en 1976, les virus d'Ebola continuent à faire des ravages dans différents pays africains, bien que des efforts ont toujours été fournis pour enrayer cette épidémie. Cependant, ce virus vaut la peine d'être connu, mais surtout de ne pas être fréquenté. Par contre, Patricia Bassois vous le présente plus ou moins dans ce commentaire. Le virus Ebola est un virus appartenant à la famille de Virofiraceae qui regroupe des virus à l'apparence filamenteuse caractéristique. Il appartient à l'ordre de Mononiga viral, regroupant le virus à AR monocaténaire à génome linéaire non segmenté à polarité négative. Il s'agit d'un virus du groupe V de la classification de Baltimore. Chez les humains et les autres primates, ces virus provoquent la fièvre hémorragique Ebola, une fièvre hémorragique virale aiguë affichant un taux de létalité pouvant atteindre 90% et pour laquelle il n'existe aucun traitement. Compte tenu de sa nature particulièrement dangereuse, ces virus ne peuvent être manipulés qu'au sein du laboratoire P4 ou BCL4, conçu pour prévenir les risques de contamination par accident ou à la suite d'actes de malveillance. Le virus Ebola a été nommé ainsi en référence à une rivière passant près de la ville de Yamoussoukro, dans le nord de la République démocratique du Congo, alors appelée Zaïre. C'est à l'hôpital de cette localité que le premier cas de fièvre hémorragique Ebola fut identifié en septembre 1976, annonçant une première épidémie qui allait alors toucher 318 personnes et en tuer 280.
Le virus d'Ebola se transmet lorsque l'on manipule des animaux morts de cette maladie, particulièrement des singes. La contamination s'est faite par contact interhumain et par le toucher de toutes les sécrétions du corps. Ces contagions s'opèrent souvent lors de la pratique des rites funéraires et des soins de conservation du corps. Le malade est contagieux lorsque les symptômes comme les diarrhées et la fièvre apparaissent. Jusque-là, aucun remède ou vaccin n'a été confirmé contre le virus d'Ebola. Vous le savez, ces virus est réapparu dans l'Afrique de l'Ouest, au Libéria précisément. Eh bien, la première victime RD congolaise de ces virus se trouve être une religieuse, précisément la sœur Chantal Pascaline Moutouamene, qui était missionnaire de la congrégation de l'Immaculée Conception et qui se trouvait au Libéria comme infirmière. Elle a été infectée par les virus et en est morte et était donc enterrée là-bas. Notre équipe de reportage s'est rendue à Kinshasa dans la famille de la religieuse décédée. Lucie Mamba, Safi Maliou. Nous sommes dans la commune de Massina, Petro-Congo, plus précisément sur l'avenue Ngabi. C'est ici que la famille de la défunte sœur Chantal Pascaline Moutouamene, missionnaire de la congrégation de l'Immaculée Conception, se réunit pour le funérail de leur fille. Je connais la sœur Chantal depuis le début de sa vie religieuse. J'étais avec elle dans une même congrégation. J'étais sa grande sœur. Il a voulu qu'elle devienne sainte dans une autre congrégation, chez les sœurs missionnaire de l'Immaculée Conception, là où elle vient de mourir au Libéria. La famille exprime ses regrets face à la discrimination qui a caractérisé le rapatriement des religieuses par l'ordre de Saint-Jean des Dieux. Nous déplorons également l'attitude du gouvernement espagnol pour ce qu'ils ont fait. Vraiment, c'est pas humain. Hein? Les gens d'une même congrégation, vous soutirez seulement le vôtre, et les autres, parce qu'elles ne sont pas espagnoles, vous les laissez mourir. Donc ça nous a marqué. Nous demandons si notre gouvernement peut vraiment présenter nos regrets à l'endroit du gouvernement espagnol. Néanmoins, la famille de la religieuse compte sur le gouvernement congolais pour lui permettre de rendre un dernier hommage à la sœur Chantal Pascaline. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide, car la famille n'a rien. Première victime congolaise du virus Ebola ouest-africain, la sœur Chantal Pascaline était infirmière au Libéria. Cette pandémie a déjà fait plus de 1000 victimes. Comment se prépare la République démocratique du Congo à faire face à une vague éventuelle de personnes infectées, notamment au poste frontalier? Le Premier ministre Matata Ponyo s'est rendu à l'aéroport international de Ndjili, question de voir si le dispositif est bien en place. Commentaire, Patricia Bassois. La fièvre hémorragique Ebola a fait plus de 960 morts sur près de 1800 cas confirmés probables et suspects dans 4 pays, essentiellement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Le Nigeria a dénombré 13 cas, dont 2 sont morts. Première fois que je traite un Ebola de cette taille-là. Ouais. Là, on a des centaines de morts et voilà, on a des cas qui s'échappent. On n'arrive pas à contrôler l'épidémie, ça part dans tous les sens, on a peu de moyens. L'OMS a qualifié vendredi cette épidémie d'urgence de santé publique de portée mondiale et des mesures ont été prises par des principaux pays touchés pour tenter d'enrayer la propagation d'Ebola. La Guinée ferme ses frontières avec le Libéria et la Sierra Leone. Le bilan pour la Guinée est de 495 cas, dont 367 mortels, d'après l'OMS et le gouvernement guinéen qui a précisé que 94 personnes admises dans des centres anti-Ebola à travers les pays ont s'en sorti guéris. De nouveaux cas d'Ebola ont été signalés par le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, accroissant la préoccupation face à l'épidémie de cette fièvre hémorragique. En RDC, plusieurs mesures de prévention ont été prises. Le Premier ministre Matata Ponyo, lors de sa visite ce lundi 11 août, s'est rassuré des dispositions prises à l'aéroport de Ndjili à Kinshasa face à ces virus. Nous sommes sans ignorer ce qui se passe à l'ouest par rapport à l'épidémie d'Ebola. Et sur base de ça que nous avons reçu les instructions de la part du ministre de la Santé.
Mais il faudra savoir que le sérum ayant été utilisé sur des Américains a produit des effets positifs et celui-ci sera disponible, même en petite quantité, pour traiter les médecins libériens actuellement infectés selon la demande du Libéria. Une lutte à la fois urgente et de longue haleine s'annonce pour tenter d'éradiquer Ebola en Afrique de l'Ouest. Au Nord Kivu, à Goma précisément, les agents qui travaillent au poste frontalier ont été aussi formés et équipés par le ministère provincial de la Santé pour détecter les cas éventuels du virus d'Ebola qui se trouve déjà de l'autre côté de la frontière au Rwanda où un cas a été identifié. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Pascal Mouligua. Maintenir 0 cas d'épidémie d'Ebola en province du Nord Kivu est l'objectif mené par le ministère provincial de la Santé au Nord Kivu, eu égard à cette épidémie qui bat déjà sa vitesse dans plusieurs pays du continent africain. Des agents d'hygiène aux frontières congolo-rwandaises à Goma ont été ce lundi sensibilisés sur différentes méthodes pratiques de prévention de cette épidémie dans des zones migratoires en vue d'épargner les populations nord-kivusiennes et principalement celles de la ville de Goma. Monsieur Dani Boulando, directeur provincial des services d'hygiène qui a patronné la sensibilisation, a aussi remis des kits d'équipement au bureau d'hygiène à la frontière entre la ville de Goma et celle de Gisenyi au Rwanda voisin. Il s'agissait notamment des gants de protection, masques et spécialement un thermomètre à laser pour prélever des températures des personnes au quotidien de la traversée en ville de Goma. Ces techniques font surface après qu'un présumé cas d'épidémie du virus Ebola ait été détecté sur un patient de l'hôpital King Faisal de Kigali, la capitale rwandaise. Goma, Pascal Moutou, Antenne A. Nous allons à présent lire la presse parue aujourd'hui à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Domomat, revue de presse. Bonsoir. Hier, s'exclame Forum de Zas. L'abbé Apollinaire Malou a été à la barre. L'Apollinaire Malou a répondu à une invitation du parquet dans le cadre d'une instruction préjuridictionnelle déjà amorcée à la suite d'une plainte de l'opposition qui l'accuse d'atteinte aux droits garantis aux particuliers et des délits d'initiés, des infractions punissables au regard du code pénal congolais et de la loi du 27 avril 2010 relative au marché public. La vérité est la suivante, conclut la prospérité. En RDC, il n'y a plus de place pour la justice sélective, tout le monde étant égal devant la loi. Autant Ewanga est poursuivi pour des faits mis à sa charge, autant Malou devait répondre de ses actes. La rumeur donc, selon laquelle Malou a été aux arrêts hier, est donc fausse. D'une rumeur à une autre, celle concernant l'état de santé d'Etienne Tshisekedi. Des sources croisées, y compris médicales, renseignent Forum de Zas. Il ressort que l'état de santé du leader Maximo nécessite des soins appropriés à l'extérieur du pays. Selon le tableau peint par son médecin, repris dans Africa News, le sphinx présente des fatigues avec perte de force. Il a des difficultés à marcher seul. Ses paramètres hémodynamiques sont cependant stables et son état cardio-respiratoire normal. Il a le diabète de type 2, mais les dernières images auxquelles le journal dit avoir eu accès montrent un homme hors danger dans sa salle de gymnastique. Le comité de crise mis en place par le ministère de la Santé a passé en revue le week-end dernier les niveaux de mise en œuvre des recommandations contenues dans le plan de contingence qui vise à empêcher l'introduction du virus Ebola en RDC à partir de foyers épidémiques déclarés en Afrique de l'Ouest. Les dépêches de Brazzaville rappellent que la RDC qui a connu 6 flambées épidémiques de bonnes. On sort chez vous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le canal 142 de Canal Sat et bonne soirée à tous nos téléspectateurs qui nous suivent directement à Bukavu par Vision Chala TV. Bonne compagnie avec le programme de Antenne A à la chaîne de référence.